Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus, si nombreux et plein d'enthousiasme. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Damien Castera. Il n'est pas facile à attraper. Ça fait un moment qu'on essaye et puis il part, il s'en va, il est à l'autre bout du monde. Il fait beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et donc on a Damien avec l'un de ses films, puisqu'il en a tourné plusieurs. Celui-là est un film dont il va vous parler, qui se passe sur un voilier low-tech, avec toutes ces petites bases technologiques, toutes ces choses qu'on peut faire avec pas grand-chose. Et ça, c'est assez merveilleux. Donc il a tourné un film là-dessus. Donc on va passer le film, qui va vous présenter en quelques mots comment il est arrivé dans ce film. Et on va regarder le film, et après on fera un petit tour d'horizon de Damien, parce que c'est quelqu'un d'assez atypique et qui a beaucoup de cordes à son arc. Et puis après, bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, tu peux nous dire comment tu es arrivé dans ce film et comment tu nous le présentes. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Moi, je vais y aller très rapidement, parce que le mieux, c'est de le découvrir tout de suite. Pour ceux qui connaissent Nomade des mers, c'est le nom du bateau. Vous l'avez peut-être vu sur Arte, il y a une série. Et le capitaine s'appelle Corentin de Châtelberon, je crois que tu le connais un peu. Et donc c'est un petit jeune géotrouve-tout, enfin il est plus tout jeune maintenant, mais un mec que j'ai rencontré à La Rochelle, au festival de La Rochelle. Il revenait d'un voyage en bateau. Il avait construit son bateau en toile de jute au Bengale. Et il a fait 4 ou 5 mois de mer, de navigation tout seul pour montrer que sans grosse expérience de la navigation. Et donc il est rentré jusqu'en France pour montrer que son bateau fonctionnait. Et en fait, il a commencé à réfléchir à comment être autonome sur un bateau, se débrouiller avec les moyens du bord. Et donc c'est un concept qu'il n'a pas inventé mais qu'il a développé, c'est le low-tech par opposition au high-tech. Donc c'est tout ce qui est facilement concevable, réparable dans tous les domaines, de l'énergie à la santé, à la nutrition, plein de choses. Donc en fait, il a fait plusieurs expériences comme ça, et puis après, il a carrément acheté un bateau, un voilier, et qu'il a transformé en laboratoire flottant. Et il est parti donc faire le tour du monde, des innovations low-tech un peu partout sur la planète. Donc il a fait 6 ans de navigation, il a trouvé des inventeurs un peu partout, et donc il teste les machines, enfin les inventions sur le bateau. Il détaille tout ça dans des tutoriels qu'il met en open source sur internet pour que tout le monde puisse se les approprier. Donc voilà, je vais vous laisser le découvrir. Et comment tu es arrivé dans l'aventure avec Pierre Fauchot? En fait, celui qui chapeaute un peu les expéditions, c'est un grand bonhomme qui s'appelle Roland Jourdain, qui est un navigateur et qui est un bon copain en Bretagne. Et il partait les rejoindre sur ce bateau pour descendre depuis la frontière de Californie jusqu'à Puerto Vallarta, en gros. Et donc il m'avait proposé de nous joindre à eux, mais c'était plutôt en vacances, quoi, en gros. Et puis sur le bateau, on a commencé à discuter avec Corentin. C'est vrai que Corentin a une série sur Arte qui est très basée sur du tutoriel, c'est comment fabriquer un four solaire, tout ça. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de toucher un autre public en mélangeant les low-tech, donc le côté un peu construction et innovation, avec la glisse, avec le surf, et donc mettre une histoire un peu plus... voilà, donc c'est un film un peu feel-good, et voilà. Vive le feel-good. Bon film à tous.
Si notre planète est composée de 3 quarts d'eau, pourquoi l'appelle-t-on la Terre? Voilà certainement le genre de question que le jeune Coco devait se poser avant de s'élancer sur le vaste océan. Et peut-être qu'alors, l'homme retrouverait la place qu'il mérite dans l'ordre du vivant. On a de la chance. Merci pour cette bouffée d'oxygène. Les cacahuètes et le rhum. Ça donne faim. Je pense que ce qu'on comprend tout de suite là, c'est que en fait, on peut vivre mieux, tout court, et non pas se priver. Et donc, moi, j'ai vécu aussi dans des conditions similaires sur un bateau à la montagne, et faire son bois, faire la bouffe, etc. C'est pas une corvée, c'est un plaisir. C'est ça qui est montré dans ce film, et c'est ça qui est beau. Donc, si tu peux nous parler un peu du low-tech dans ta vie, enfin, au point de vue philosophique, pas au point de vue technique, peut-être. Ouais, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est plus un peu. Moi, évidemment, je vais là-bas pour documenter. Donc, j'ai évidemment que je suis allé en avion. J'ai pas pu faire autrement parce que. Non, mais je suis aujourd'hui, on cherche la petite bête. Donc, après, voilà, moi c'est pas. Ma vie n'est pas low-tech, même si j'essaie de vraiment prendre l'avion le moins possible et tout ça, et d'utiliser. J'ai pas une grande consommation de quoi que ce soit. Donc voilà, mais Corentin et toute l'équipe, ils ont vraiment adopté cette façon de vivre, et surtout cette philosophie qui te permet, comme tu dis, une philosophie qui est assez gratifiante, parce qu'en fait, quand tu arrives à faire toi-même, à être en autonomie et à faire toi-même fonctionner la baraque, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et puis ça crée un peu ce qui nous manque, je pense, c'est le sens, la connexion directe entre nos besoins et notre consommation. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin de tout ce qu'on accumule dans notre garage. On retrouve le plaisir de faire du pain, de pêcher, et tout ça. En fait, au lieu que ça soit une corvée comme aujourd'hui, en fait, c'est un plaisir. Et voilà, on peut s'asseoir si tu veux. C'est ce que montre ce film. Et donc l'idée, ouais, c'est de faire un petit tour aussi parce qu'on voit que tu surfes, évidemment. Tu as commencé, en fait, ton parcours de vie par le surf. Par la plongée, parce que attention, il y a mon père. Oui, vous alliez en Galice. Par la chasse sous-marine. Chasse sous-marine, ce qui va très bien, puisqu'en fait, finalement, devient waterman. Quand on fait un peu de tout, c'est ça l'idée. Et tu as quand même été dans le surf pro à un certain moment, puisque tu as même décroché des titres. Ouais, ça reste du longboard. Enfin, quand même, c'est de la compète. Ouais, non, bien sûr. Mais c'était évidemment, comme je disais, j'ai pas un esprit très compétiteur. Par contre, je pense que je dénigre pas la compétition, c'est quelque chose qui forge un caractère, qui permet de faire les premières expériences, de se faire les dents, de vivre avec d'autres surfeurs. Mais on va dire qu'après avoir fait quelques années de championnat du monde et de championnat comme ça, je trouvais que moi ce qui m'intéressait c'était l'aventure et puis plutôt la curiosité de la compréhension du monde, on va dire, au sens large. Donc je passais à côté de beaucoup de choses. C'est vrai que les compètes, on est, comme tous les sports de haut niveau, on est dans un hôtel avec les autres compétiteurs, on s'entraîne, on est focus et on voit rien des pays où on va. Donc très rapidement j'ai arrêté pour changer. Donc c'est soit la compète, soit le free surf. Donc c'est du free surf et pour pouvoir continuer à en vivre et avoir un peu de support des sponsors pour pouvoir tourner des films et tout. Donc je suis parti là-dedans. Donc c'était plus dans mes premiers voyages, c'était plus de l'expédition pure et dure, donc beaucoup dans des zones froides comme l'Alaska ou la Norvège ou des trucs comme ça. Et puis après, petit à petit, il y a eu des thématiques un peu plus sociales ou environnementales, ça dépend des sujets. Donc tu peux un peu nous parler des pays qui t'ont le plus marqué, puisque tu as quand même été dans des endroits extrêmement variés, que ce soit la Patagonie, le Libéria, des choses comme ça. Enfin, visiblement, tu vas à la Papouasie, tu vas pas dans des endroits les plus faciles, évidemment. Comment tu choisis un pays en fonction de quoi, d'une zone de combat De la fréquentation du touristique. surf De la fréquentation touristique. Non, c'est vrai que si tu pars par là, on va dire que les meilleures vagues sont à Hawaï, mais j'y mettrai jamais un pied, je pense.
Non, mais c'est vrai que en fait, je me suis rendu compte assez vite que l'eau froide est à la mer, un peu parce que l'altitude est à la montagne. Donc c'est-à-dire que plus tu vas dans des endroits où il fait froid, plus moins il y a de monde. Donc l'Alaska, la Norvège ou la Patagonie, donc plus voilà, les pôles, on va dire, plutôt près des pôles. Et puis c'est généralement des endroits où difficile d'accès, où la nature est plutôt préservée, où tu peux vivre vraiment. En fait, tu réunis le surf avec un ensemble de choses qui est vivre dehors, pêcher, marcher. Tu surfes pas forcément tous les jours, il faut apprendre à patienter. Et puis c'est vrai, moi j'ai toujours voyagé sur du temps assez long, donc j'ai rarement fait des petits voyages à l'autre bout du monde pour 10 jours. Généralement quand je prends un avion, j'y reste plusieurs mois. Donc sur plusieurs mois, tu as vraiment le temps de fabriquer une routine et de rentrer dans des habitudes qui sont super agréables. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment plus l'habitude de faire, même si ici au Pays Basque on a encore pas mal de passionnés de nature, mais c'est construire un abri, faire un feu, pêcher son poisson. Donc c'est vrai que, encore une fois qu'on y arrive et que ça roule, vivre avec les ours en Alaska, il faut apprendre à cohabiter. Et c'est super gratifiant. On réduit les choses un peu à l'essentiel, on va droit au but. Et c'est comme tu dis, un grand plaisir de faire ça. Et on retrouve sa place dans la nature, parce qu'en fait, moi j'ai aussi vécu en montagne, en contact des ours, tout ça. Parce que souvent les gens disent « Ah mais moi je préfère la montagne, moi je préfère la mer ». Mais en fait c'est la même chose. C'est la même chose quand tu es en montagne avec les ours. Il faut qu'on la vague, bien sûr crépelle. Mais que ce soit des rencontres avec des orques, des dauphins, des baleines ou des ours finalement, voilà, on retrouve notre place dans l'univers en essayant de l'améliorer et non pas de le détruire. Et ce que j'aime bien, alors c'est, tu vois, moi c'est tout ce que j'aime bien parce que c'est la dimension low-tech. Faire petit, faire les choses les plus simples, et puis voyager. Moi, personnellement, j'ai jamais voyagé avec un billet de retour. Je ne supporte pas de savoir quand je vais rentrer d'un voyage. Et si je sais quand je vais rentrer, c'est plus un voyage, c'est un trajet. Et la lenteur dans le voyage est très importante, c'est pour ça que j'ai fait du cargo, du train. Et toi aussi, quand tu pars longtemps. Donc, parlons un peu du choix des pays, parce que pourquoi on passe de la Papouasie au Libéria avec les enfants guerriers, comment ça se passe? Chaque voyage a une histoire différente, mais c'est vrai que généralement je passe, on va dire sur une année, je vais passer plusieurs mois à essayer de trouver une destination sur laquelle je vais énormément me documenter, je vais essayer de lire pas mal de livres, en passant, j'ai horreur des guides de voyage, donc c'est plutôt en passant par la poésie et la littérature. Non mais c'est sûr que je préfère le côté littéraire d'un livre plutôt que le côté factuel d'un guide. Donc c'est sûr que je vais essayer de lire tous les auteurs. Donc évidemment, on va dire l'Alaska, ça sera du Jack London et tous ses copains. Donc pendant pas mal de mois, je travaille sur le pays. J'essaie de trouver quelque chose, où aller, que faire. Éventuellement, généralement, j'essaie d'amener un copain avec moi pour filmer, qu'on puisse faire quelque chose ensemble là-dessus, raconter l'histoire. Donc je te dis, les thématiques sont très variées, parce que j'essaye de ne pas me spécialiser dans quoi que ce soit. Donc là, les low-tech, c'était quand même... Après les enfants soldats au Libéria, je passe au low-tech. Et cette année, c'était l'Ukraine. Et parle-nous un peu des enfants soldats, parce qu'on avait pensé projeter ce film qui a été primé, qui s'appelle Water Gets No Enemy, et qui a eu beaucoup de prix, et donc je pense que c'est ton film le plus abouti, ou... Ouais, c'est vraiment celui qui parlait du contexte. En fait, je pense que c'est la réunion de beaucoup d'éléments fondamentaux pour faire un bon film. C'est-à-dire qu'on a une histoire absolument incroyable, elle est dure. C'est sûr que le pays, l'histoire du pays, les guerres civiles qui s'y sont succédées font qu'il y a quand même un peuple qui est marqué et qui porte en lui encore toute une souffrance qui n'est pas résolue. Mais on a été à la rencontre de la première génération de surfeurs du pays, donc au nord ce qui s'appelle Robert Sport, à la frontière du Sierra Leone. Et donc on est allé voir comment le surf et le sport même en général, peut-être alors le mot très à la mode c'est résilience, mais un bon outil de résilience pour oublier les horreurs de la guerre. Et puis c'est vraiment quelque chose qui permet de ne pas traîner dans la rue, parce que là-bas les enfants deviennent vite drogués et c'est assez violent. Donc on a fait un film là-dessus avec une partie sociale, une partie un peu historique, mais vraiment tourné. On a fait ça
comment dire, d'un point de vue très artistique, on a fait travailler un copain qui nous a fait des dessins animés pour expliquer un peu les images qu'on ne pouvait pas tourner. Donc voilà, c'est important de ne pas avoir beaucoup d'interviews posées comme il y a dans beaucoup de documentaires. Voilà, c'est une manière de travailler. Mais le sujet était vraiment passionnant. Développé, du coup, ouais, on est parti, on a passé quelques jours sur la capitale. On a des enfants qui ont été vraiment meurtris par la guerre et qui, en se mettant au surf, arrivent à... Alors oui, il y a plusieurs générations. Il y a ceux qui ont vécu la guerre, qui ont, on va dire, une trentaine d'années. Donc il y en a beaucoup qui sont irrécupérables parce qu'ils ont le cerveau ravagé par la drogue ou par des choses... voilà. La deuxième guerre civile, il y a eu beaucoup de cannibalisme, il y a eu beaucoup de magie noire, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc il y a des quartiers entiers remplis dans la capitale, remplis d'anciens enfants soldats qui sont végétatifs dans les rues. Et dans le village où on était au nord, donc il y a ces deux générations. Il y a une génération de surfeurs, donc d'anciens enfants soldats qui eux ont essayé de passer à autre chose. Et puis il y a la nouvelle génération, donc soit leurs enfants, soit les enfants de village, qui eux ne l'ont pas connu mais sont nés juste après, dans les cendres un peu de cette guerre-là. Et on voit le bienfait absolu que fait le surf, et puis je pense même plus loin, le contact avec l'océan, on connaît tous le bonheur de passer sous une vague, l'impression que ça nous lave le corps et la tête. Donc voilà, et donc on a fait qu'Arthur Bourbon, on a tourné ce film là-bas, et c'était intéressant pour eux aussi, parce qu'on était deux surfeurs professionnels de haut niveau qui, eux, ils n'ont pas internet, ils n'ont rien, donc ils font du surf un peu au feeling. C'était assez intéressant d'ailleurs. Et donc on a pu vraiment partager avec eux, laisser nos planches là-bas, et puis vraiment un très très beau moment de partage. Et outre l'exploration, l'aventure, visiblement tu as toujours eu une passion pour les correspondants de guerre comme Romain Gary, Joseph Kessel, des gens comme ça, Syntex, qui ont mouillé la chemise, qui ont voyagé dans des conditions pas toujours faciles, pour pouvoir aussi rapporter des reportages sur ce qui se passait sur les territoires en guerre. Et finalement, ça t'a mené en Ukraine. Oui. Ouais, écoute, comme tu dis, j'ai commencé par lire, on va dire, les récits d'explorateurs, beaucoup. Puis pas mal les correspondants de guerre. Je sais pas pourquoi, mais mes écrivains préférés, c'est Kessel, Gary, Syntex. Donc il doit y avoir quelque chose qui, de l'ordre de peut-être de se servir de... Enfin, c'est des écrivains qui se servent de leur vie pour construire leur œuvre, non l'inverse. Comme il y a beaucoup de... Je citerai pas non, mais beaucoup d'intellectuels parisiens non, qui manient les concepts brillamment, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'engagement. Et là, on l'a vu d'ailleurs avec l'Ukraine. Et en fait, la guerre a éclaté, et je n'étais pas du tout pour faire quoi que ce soit là-bas d'un point de vue journalistique ou autre, mais je sais pas, c'était à quelques jours de voiture, j'ai pris mon camion, j'ai fait un deal avec les pharmacies du Pays Basque, et puis je suis allé livrer du matériel là-bas. De fil en aiguille, tu sais comment ça se fait. Le journal du dimanche n'avait pas de correspondant là-bas, donc j'ai commencé à troquer la Croix-Rouge pour le stylo. Et puis ça m'a amené donc à Lviv, le bastion. Donc Lviv, c'est on va dire la capitale de l'Ukraine de l'Ouest, dans laquelle j'ai commencé à traiter des sujets sur on va dire le bastion de la résistance, et surtout l'importance de l'art en période de guerre, et comment l'art peut permettre de passer au-dessus, de surmonter ces épreuves difficiles de la vie. Et voilà. Puis bon, bref, un mois et demi plus tard, j'étais sur le côté est. Mais là, il y a mes parents dans la salle, je ne vais pas trop en parler. Mais ce qui est intéressant, je trouve qu'on a quelqu'un d'autre ici, Lodveg, qui est là. Oui, d'ailleurs, j'étais avec le monsieur qui était en Ukraine également. Et tous les deux, vous faites la même réflexion, à savoir que le fait d'avoir été en Ukraine, ça vous a redonné foi dans l'humanité. J'ai dit ça, non? Ouais. Ah ouais? Non, c'est en fait, c'est une longue discussion, mais on pourra la poursuivre au bar après. Mais c'est vrai que dans ces endroits-là, donc encore une fois, mais je sais pas si c'est le fait qu'ils aient gagné leur indépendance il y a à peine 30 ans et qu'ils ont encore la notion de la liberté, peut-être, et qu'ils sont prêts à se battre pour ça. Je sais pas si nous, on est peut-être un peu plus, je sais pas si c'est embourgeoisé ou en tout cas un peu plus en mode digestif. Mais c'est vrai que là-bas, on a l'impression qu'avec ce qui se passe, il y a tout un peuple entier qui a un seul objectif,
va dans le même sens, qui a une solidarité comme j'en ai jamais vu nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la rue, tout le monde s'entraide. C'est assez étrange. En fait, la guerre, c'est quelque chose de très complexe parce qu'il y a les plus beaux, les plus nobles sentiments et puis les plus vils aussi. Donc, on a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour quelque chose qui leur est supérieur, et puis on en a d'autres qui vont arriver pour fouiller les poches des cadavres, donc il y a de tout. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est une intensité de la vie qui est riche à connaître. Et sur quoi tu te projettes pour le futur immédiat? Je vais essayer de repartir en Ukraine dans l'hiver. Pas forcément autant de temps que j'ai passé, parce que j'ai passé 2 mois quasiment avant l'été, donc c'était un peu long, mais peut-être passer sur le sud vers Odessa et Kherson. Et après, on travaille sur un film du coup là-dessus qu'on a documenté. Je l'ai pas dit, mais j'ai fait 2 voyages là-bas, donc le deuxième je suis reparti pour filmer et pour documenter un peu de manière un peu différente, parce que ce qu'on voit, il y a les journalistes, on va dire, et puis il y a les documentaristes. Donc comme il n'y a que des correspondants de guerre là-bas, il y a autre chose aussi à montrer. C'est que les journalistes ont tendance à filmer beaucoup la mort, parce que c'est ce qui passe beaucoup dans les JT. Et donc on est parti filmer la vie et montrer un peu justement des images qu'on voit pas beaucoup. C'était que les places à Kiev sont remplies en tout cas au printemps, c'était rempli d'amoureux, qu'il y a les gens qui vivent, les restaurants qui sont ouverts, voilà, que la vie est meilleure, vivre normalement est le meilleur moyen de résister, quoi, en gros. C'est une vie sûrement plus intense que celle oui, c'est intense. De nos vies. Surtout rythmée par les sirènes, les sirènes anti-missiles. Ouais, c'est marrant de passer du surf à l'écran, c'est pas évident. Pour Ludwig aussi. Donc peut-être maintenant c'est à votre tour de lui poser des questions sur son parcours, sur l'ensemble de son travail ou sur le low-tech. Vous ne bousculez pas. Hein. Elle a duré combien de temps la planche en champignon là? Je mets combien de temps? Ah, elle a duré. Il a pas une grosse. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais elle marche toujours. À la base, l'idée c'était de la faire toute la planche en champignon, et en fait ça a poussé moins vite que prévu. Donc on avait juste des petits morceaux pour qu'on en réparer une. Mais je pense que, pour être honnête, je pense que c'est un peu plus mou qu'un pain de mousse normal. Mais l'idée, ça serait que quand Coco il a 2 minutes, parce qu'il faut arriver à le choper, en Bretagne on essaie d'en faire une entière. En fait, Coco, il a déjà toute une série sur Arte où il passe en revue toutes ses inventions. Donc là, l'idée, c'était vraiment. Là, l'idée, c'était pas de rentrer très en profondeur dans les low-tech, c'était plus pour expliquer un peu, vulgariser un peu le truc. Et surtout de le mélanger avec un soft trip, c'était de faire un soft trip low-tech. C'est vrai qu'on rentre pas, parce que Coco passe son temps à faire ça, vraiment à expliquer tous les low-tech. Donc là, c'était un petit passage en revue avec des explications de surface. Ah ouais. Le four solaire, j'ai trouvé ça pas mal, celui qu'on a fabriqué là. Four solaire, après il y a tout son pédalier complètement fou là, où il s'en sert comme perceuse, il met tous les outils dessus, et puis le milkshake, alors là c'est génial. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Et ça marchait pas pour faire tourner le moteur? Ah non, là on n'a pas pu, on n'a pas eu beaucoup de vent, donc il y a 3 endroits où il y a du moteur. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis toutes ces années, Corentin de Chafette-Perron parcourt le monde et il va dans les endroits où les gens eux-mêmes savent faire un certain nombre de choses qu'on ne sait pas faire de façon simple, ou bien il leur enseigne comment désaliniser de l'eau, ou la nettoyer, des choses comme ça. Et il a été dans un nombre incroyable de pays pour échanger sur ces techniques qui finalement, je pense que pour moi, c'est les techniques de demain. On fait toujours trop grand, et là on est dans le petit, slow is beautiful, small is beautiful. Et il a fait d'ailleurs,
il a fait un projet qui s'appelle Biosphère, où il s'est mis tout seul pendant 4 mois sur une plateforme en Thaïlande, pour justement, avec toutes les inventions qu'il avait collectées à travers le monde, avec juste des machines d'analyse pour voir s'il avait des carences, pour pouvoir contrôler. Donc pendant 4 mois, il n'a pas bougé de sa plateforme. Il est complètement barré, ce mec. Et avec que des plantes, moi je pense que je meurs de faim là-dessus. Et non, c'est super intéressant. Je sais pas s'il est sur YouTube le film, mais en tout cas c'est vraiment intéressant à voir. Et là, il est reparti pour faire sa deuxième biosphère, parce que la première c'était il y a 3 ans. Et donc là, il est quelque part en Baja California avec Caroline, où ils vont repasser 4 mois sur un truc, un espèce de radeau. Il pêche aussi. Non. Et lui, c'est que, en fait, il n'a pas de. Donc d'ailleurs, c'est intéressant parce que les pêcheurs du coin qui l'ont vu naufrager sur sa plateforme ont eu pitié de lui et lui ont amené des trucs à manger. Et ils ne savaient pas comment leur dire qu'ils ne pouvaient pas refuser. Parce qu'ils ne pouvaient pas, par rapport aux analyses, tu vois, fausser les résultats. Donc c'est assez marrant. Oui. Alors, moi, j'avais une cabine, mais comme il faisait trop chaud, je dormais souvent sur le pont. Et les autres, tout le monde avait sa cabine. Il y avait 4 cabines. Mais il faisait très chaud dans la cabine. Quels ont été les rapports avec les marins du coin? L'accueil a été top ou il y avait des... On n'en a pas croisé beaucoup au final, parce qu'on était en plein Covid et la côte était bien verrouillée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a baradé la côte, c'est qu'il n'y a personne, parce que les villages étaient fermés. Et les seuls qu'on a vus sont très cool. Après Coco, je sais que généralement, quand ils débarquent dans un pays du monde, les gens sont super. Ils parlent le même langage, quoi. Il va à Cuba, c'est la capitale low-tech mondiale, on va dire. Il arrive là-bas, il parle le même langage, quoi. Donc c'est partout où il va, ça se passe super bien. Et il fait des rencontres. D'ailleurs, je vous invite à regarder sa série qui est fantastique. Et je crois que c'est un épisode, un pays ou un truc comme ça. Et c'est une belle manière de rencontrer les autres. Là, franchement, pas grand-chose, non, mais c'était cool. Hein. Non, là, c'était cool, on l'a fait au Mexique, on l'a pas fait en Alaska. Non, c'était assez cool, Non, au final, la plus grosse contrainte, c'était de faire un film sur le temps où on y était, et qu'en fait, on avait déjà 1 million de trucs à faire sur le bateau, et qu'en plus, il fallait aller surfer, les vagues, c'est ce qui prend le plus de temps à trouver. Et puis on devait se lever tôt le matin, traverser, pour le caméraman, il devait se taper des allers-retours à la nage avec tout le matos. Et au final, c'est ça qui était le plus dur. Après, c'est vrai qu'on ne chôme pas sur le bateau, il y a tout un truc à faire, et surtout que Coco est quelqu'un qui ne pose jamais ses fesses, donc on est obligé de le forcer le soir à s'asseoir, regarder le coucher de soleil. Mais sinon, il y a toujours des trucs à faire. Est-ce que tu sais comment il s'organise en cas de mer agitée, par exemple, pour toute son installation, ses plantes comment est-ce qu'il fait? Écoute, ça tient. Il ferme bien tout. Après, c'est vrai que c'est étonnant que ça, avec tout l'air marin qu'il y a dans le bateau et tout ça, mais écoute, à force de persévérance, je pense qu'il a trouvé des petits. Moi, je suis pas très technicien en jardinage, donc je sais pas trop, mais je pense qu'il a trouvé des systèmes, et en tout cas, il traverse forcément des tempêtes. Je sais qu'il a d'ailleurs, on a fait faire naufrage la première fois avec lui. Il a aucun truc, il a pas de radar, il a rien. Il a aucun moteur qui marche, donc si tu veux braquer ou freiner, c'est pas possible. Et on s'est pris un rocher en pleine nuit. Donc c'était chaud. Mais non, après il a l'air bien de s'en sortir. Et je pense que le bateau a l'air solide, avec tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que le mode alimentaire, quand tu as approché ce mode alimentaire, est-ce que ça a été une couture ou ça a été accompagné? Comment ça s'est passé justement? Parce que il semble que le continent et le bateau, il y a vraiment, c'est un univers différent. Non, on va dire que c'est. Tu manges moins, mais c'est pas plus mal, j'avais quelques kilos à perdre.
Mais sinon, non, après ça va. Voilà, on a quand même, il y avait quand même, tu vois, il y a tout ce qui est lentilles, légumineux, on avait du riz un peu quand même, plus le poisson, plus après les légumes qu'on... Au final, et puis c'est vrai que Caro était vraiment l'experte, elle nous faisait des trucs hallucinants avec pas grand chose, quoi. Donc, enfin, les espèces de burgers qu'elle nous faisait, elle arrivait à nous faire plein de trucs, et puis il y avait des mini, mais on essayait de pas trop en utiliser, mais des mini trucs de l'extérieur, comme du riz ou des trucs comme ça. Mais non, franchement, c'est bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de gros choc d'adaptation. Ça va. Non, là, au Mexique, qu'est-ce qu'il y a au Mexique? Il y a beaucoup de baleines, mais là, on n'était pas à la période. Enfin, si, on en a vu en plus, on en a vu quelques-unes. Mais des animaux dangereux, non, il y a des requins, mais on ne les voit pas. Ils sont généralement un peu plus au large. Et sinon, non, des animaux dangereux au Mexique. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des Mexicains. Elle est légère. Est-ce que le sorti pour l'hôtel, c'est sorti que de droite? Ben écoute, au Libéria, c'est que des gauches. Ben ouais, en fait, vu l'endroit où on était, il n'y avait pas beaucoup de gauche. C'est le sud du Mexique. Il y a des droites par dizaines comme ça, donc c'est pas mal du tout. Mais il faut surfer backside, donc si on est gaucher. Et ensuite, c'est une petite dédicace pour Marc. Tu vois, style grenouille et style tolérance. Ouais, il a bien pris. Oui. Du coup, dans le film, vous montez la cellule, et j'aimerais savoir si vous avez pu construire la cellule. Ouais. Bah c'est. Bon alors je t'avoue, moi tous ces trucs, je les prends et puis je sors pendant beaucoup d'heures après. Je me rends pas bien compte si ça me fait plus d'effet qu'autre chose. Mais bon, vraisemblablement Coco et Caro qui sont plus sur du détail d'analyse scientifique m'ont convaincu que c'était vraiment le top du top quand t'as pas de viande, pas de frigo et que il te faut faire le plein de protéines. C'est vraiment leur aliment phare qui mélange avec beaucoup de choses. Ouais. Ils en mettent un peu partout. Ouais. Ouais. En fait, ils ont tout un épisode là-dessus. Ils sont à Madagascar, où au sud de l'île, ils sont assez pauvres et ils ont développé vraiment des fermes je sais pas comment on appelle ça, des fermes de spiruline. Parce que c'est des algues. Donc, et je sais que depuis qu'ils ont découvert ça sur le bateau, ils sont super à fond avec ça. C'est vraiment un de leurs trucs phares sur le bateau. C'est un aliment qui pourrait presque venir à bout des famines parce que ça contient des quantités de fer et de protéines énormes. Moi j'en ai consommé beaucoup à une époque et c'est vrai que ça donne vraiment la pêche, quoi. Il n'y a pas de doute, si on prend de la spiruline tous les jours, ça donne la pêche. C'est pas pour rien que les laitons en donnent aux animaux pour s'accoupler, quoi. Voilà. Du surf business pro. Du surf pro. Comment on passe du surf pro au low-tech? Ils sont deux mondes totalement différents. Mais c'est pas, moi je suis pas passé au low-tech, moi je fais des films, donc je te dis, je suis pas passé en force là non plus, mais je suis pas passé. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des sujets que je traite, mais pour revenir au truc, quand j'étais plus jeune, je faisais de la compète avec des budgets, c'est un longboard, hein, donc ça c'est surf business petit quand même. Et en fait, tu as deux manières de garder tes sponsors. Hein. Soit tu fais de la compète et tu as des très bons résultats, ce qui est de moins en moins le cas. Enfin, les gens se désintéressent un peu de la compète, donc il y a de moins en moins de gens sponsorisés à haut niveau. Soit tu fais du free surf, et si tu fais du free surf, le but pour un sponsor, si c'est ta question, c'est que tu fasses ce qu'on appelle aujourd'hui du contenu. Donc c'est que soit tu fais du reportage dans des magazines, soit tu fais des films, soit tu fais... Voilà, donc moi j'ai la chance de pouvoir développer des sujets intéressants
et le sponsor avec lequel je travaille, Picture, qui est quand même super engagé, c'est un peu le Patagonien européen, donc c'est un peu en cohérence avec les projets qu'on fait, que je leur propose, et donc voilà. Mais les low-tech, c'est évidemment quelque chose qui m'a passionné. De là à te dire que ma vie est low-tech maintenant, ça serait pas vrai. Mais par contre, comme il disait Hugo très bien, c'est plutôt, là évidemment c'est plutôt un clin d'œil philosophique, c'est plutôt dans la manière de penser et de revoir un peu notre logiciel sur les choses, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et puis tu collabores souvent avec du Flocon à la vague, donc sur des sujets environnementaux, locaux. Ouais, ça c'était, oui, je faisais avant pas mal avec Mathieu, mais un peu moins. Ouais. Mais oui, bah après, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que je pense que la chose, moi j'essaye de m'engager dans certaines choses, mais c'est vrai que ce qui me plaît beaucoup, c'est de raconter et puis d'aller chercher des informations. Moi, voilà, l'Ukraine, c'était complètement ça. Notre ami Maurice va me confirmer, mais mon mentor, c'est Kessel, et Kessel, il disait être témoin parmi les hommes. Donc, c'est d'être là où ça se passe, et puis de raconter avec des images, avec des mots, avec tout ce qu'on a sous la main, quoi. Avec des émotions aussi. Je crois qu'il y a une autre aussi là. Est-ce que la vie sur le bateau, est-ce qu'elle était dure comme vous n'avez pas les moyens qu'on a aujourd'hui? Ouais. Ah, pour naviguer ou pour vivre? Pour vivre, bah franchement, moi je te dis, si je devais vivre toute l'année avec Coco, ça serait pas très cool. Mais là, c'était pas très longtemps, donc c'était quelques semaines, donc j'ai pris ça comme un jeu, quoi. Mais c'est vrai que Coco, il s'y plaît vachement. Moi, déjà, vivre sur un bateau, c'est pas trop mon truc. Donc, à manger des grillons en plus, bon. mais c'était plus une expérience. C'était plus une expérience. Je dis que c'est qui peut, hein. Je veux juste savoir combien de temps avec l'électrique. 3 semaines, à peu près. Ouais. Après, j'avais déjà fait 3 semaines avec eux avant, en fait. Puis le Covid est arrivé, et puis du coup, je suis reparti. Donc, en gros, 1 mois et demi, quoi, à peu près. Bon, voilà. On va manger des grillons. Maurice. Si tu devais partager ton goût d'aventure comme une façon de vivre, avec les jeunes gens qui sont dans la salle et qui se projettent dans un futur un peu en ne sachant pas quelles sont leurs activités, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, si tu devais partager le goût d'aventure, encore une fois comme une façon de vivre, quel mot tu utiliserais, quel mot tu partagerais avec eux à ce propos, comme une invitation à flirter avec cette aventure, qui est d'une certaine façon un synonyme de vivre. Tu me laisses 5 minutes pour réfléchir. Je sais pas, en tout cas, moi, on est tous différents, donc moi, je sais que c'est ce qui permet de me sentir vivant quand je fais des choses, et puis de plus en plus quand je m'engage dans des choses qui ont un peu plus de sens que le plaisir personnel de gravir une montagne comme ça. Donc c'est généralement des choses qui deviennent un peu plus engagées, comme en Ukraine ou au Libéria. Mais non, mais je pense que, je sais pas, l'aventure, comme tu dis, c'est une merveilleuse manière d'exister, hein. Après, il faut avoir la chance de pouvoir le faire, mais c'est l'imprévu, l'inconnu, on ne sait pas où on va. Je suis parti en Ukraine, je ne savais pas où j'avais aucun contact, donc c'est vrai que et puis après tu vois comment l'aventure se crée elle-même, quand on commence à avoir l'habitude un peu de partir comme ça, on sait qu'on n'est pas très inquiet parce qu'on sait qu'elle se déroule après. Donc voilà, moi je pense que c'est la meilleure manière de me sentir vivant, quoi, de faire ce genre de choses. Et tu parles de chance. Est-ce que c'est pas plutôt un choix, même un parti pris? Est-ce que mener une vie d'aventure, c'est pas une décision qu'on prend avec soi-même pour justement s'émanciper de tout ce qui nous dit que la vie n'est pas une aventure? Et ben alors ça va être les noces du choix et de la chance.
Ben, c'est un peu des deux, je pense que j'ai la chance d'avoir des sponsors par exemple qui me permettent de faire ce que je veux, donc ça m'aide. Après, oui, évidemment que les choix de vie, j'ai dit non à plein de trucs. Enfin voilà, j'ai fait mes choix. J'ai dit non à la compète l'année où j'ai gagné la Coupe d'Europe et j'étais 5e mondial, j'ai dit j'arrête parce que ça me plaisait pas. Donc je pense que c'est un peu des deux. Hein. C'est quoi la formule? La chance, c'est la rencontre du... Non, c'est quoi? Du professionnalisme, de l'opportunité, non? C'est pas ça? C'est un truc comme ça. Mais écoute, je pense que c'est un peu des deux. Hein. C'est pas de la chance, c'est un choix, c'est sûr, dans son cas et dans beaucoup de choses. Voilà, on dit souvent tu as de la chance. Non, 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 c'est des choix. Si tu avais une baguette magique, alors peut-être l'argent, quel serait ton plus grand rêve? Tu l'as, la baguette magique, déjà? Ouais, non, je sais pas, je suis en train de cocher un par un. Non, je sais pas. Espace? Non, je pense pas. Je sais pas, tu sais, j'aime bien quand je fais là, je vois tout ce qui est bateau, navette spatiale, avion, tout ça, je suis pas très. Non, je sais pas du tout là, comme ça. C'est la preuve que tout va bien. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais pas continuer comme ça. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que disait Maurice, c'est-à-dire que est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un besoin? C'est-à-dire que l'aventure n'est pas en fait une recherche de liberté qui est aussi nécessaire que dans le jeu de pouvoir, en fonction des choses. Oui, bah, comme je le dis, enfin, on a tous des envies différentes. Moi, mon besoin de liberté, il est assez... il prend le pas sur beaucoup d'autres envies. Donc ouais, bah, je te dis, l'aventure, je pense que c'est le meilleur moyen de se sentir en liberté, de se sentir vivre, voilà. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'imagine que comme les requins ne peuvent pas s'arrêter, des fois, tu vois, il doit y avoir quand on est en mouvement, peut-être que ça nous empêche de trop se faire de nœuds au cerveau et on est plus dans l'action, même si justement le voyage quand même me permet de... Enfin, je suis beaucoup plus prolifique en écriture ou en réflexion quand je suis dans un train ou en mouvement comme ça, c'est sûr, que chez moi. Mais je sais pas, franchement, je sais même plus c'était quoi la question. Keep on moving. Bon, ben merci à tous d'être venus. Merci à vous, Hugo.